Bank à nous rejoindre sur scène pour la suite des débats. Richard Athias, pardon. Merci, Monsieur le Président, pour ce débat extrêmement inspirant. Et sans plus tarder, je vais vous demander d'accueillir avec moi Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international de la République française, Monsieur Laurent Fabius. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? J'ai pensé que l'expérience servait à quelque chose. Mais encore. Mais encore, je le disais ce matin au président Bongo, j'ai l'impression que beaucoup de gens croient que les présidents, les premiers ministres, les ministres arrivent le matin à leur bureau en se disant « qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer pour ennuyer notre population aujourd'hui ?» Et en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Il y a des choix qui sont faits différemment, mais le point commun à tous les responsables d'État, à tous les responsables politiques, c'est d'essayer, face aux problèmes que connaissent leurs pays, de trouver une solution. Et je pense que la politique, ça consiste à rendre la population co-intelligente des décisions qu'on prend. Eh bien, ce que j'ai aimé dans le débat auquel on a assisté, c'est que les présidents ont élevé notre niveau de compréhension et qu'on a bien compris ce qu'ils ont fait et les leçons qu'ils en tirent. Voilà. Monsieur le ministre, vous parliez d'arriver tous les matins au bureau. Une petite question personnelle, si je peux me permettre. Il y a quelques jours, quand je suis arrivé à Libreville, en rentrant dans ma chambre d'hôtel, je vous ai vu à la télévision, vous étiez à Washington avec John Kerry. Vous parliez, je crois, de problèmes terribles qu'il y avait en Syrie. Le lendemain matin, 7 heures, je rallume ma télévision, vous êtes à nouveau en direct à Londres, en train de parler de l'Ukraine. Et j'apprenais qu'après, vous partiez en Chine. Donc je me suis demandé si on vous clonait. Est-ce qu'on a le vrai ou le faux Laurent Fabius, là? Non, comment vous faites? On a le faux. Ah. Le vrai est actuellement en Amérique du Sud, je vous le confirme. Non, on a le vrai, mais ça veut dire quoi? Vous êtes sur tous les fronts. Oui. C'est une politique française, c'est une politique française, mais c'est aussi une certaine conception de la diplomatie. Là encore, parfois on a le sentiment qu'on peut, par le téléphone, tout régler, par la télévision, par les vidéoconférences. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, bien sûr, beaucoup de choses peuvent être réglées avec les nouvelles technologies, mais rien ne remplace le contact direct. Parce que, et je dirais heureusement, on a encore une capacité de conviction, une capacité d'écoute. Et pour ça, il faut aller au contact des autres. Moi, je fais 40 000 kilomètres par mois, donc un tour du monde, ce qui me conforte dans l'idée que la première qualité d'un ministre des Affaires étrangères, souvent la seule, c'est de pouvoir bien dormir dans les avions. Ça, c'est très, très, très important pour être en forme quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on a la chance de s'adresser à une audience comme aujourd'hui. Vous êtes celui qui avait vraiment instauré cette notion de diplomatie économique. Oui. Oui. Comment elle s'applique à l'Afrique et en quoi elle est vraiment aujourd'hui votre vecteur d'action? Oui, moi j'ai été dans le passé Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et j'étais prof d'économie, donc j'aime beaucoup l'économie. Mais au-delà de ce goût personnel, quand j'ai réfléchi, quand j'ai appris que j'allais devenir ministre des Affaires étrangères, je me suis dit sur quoi est-ce que je veux mettre l'accent. Et réfléchissant un petit peu au monde tel qu'il est, je me suis dit que la diplomatie avait évidemment beaucoup évolué. Autrefois, les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs parlaient de diplomatie pure.
de la façon dont on pouvait nouer tel ou tel traité, éviter la paix, éviter la guerre, développer la paix. C'est un aspect très important. Mais aujourd'hui, compte tenu de la prégnance de l'économie, il est absolument impossible de séparer la diplomatie traditionnelle de l'aspect économique. Et je dirais de la même façon, il est impossible de séparer la diplomatie économique de la diplomatie éducative, de la diplomatie culturelle, de la diplomatie sportive. Et donc, quand un pays comme la France, qui a le 3e réseau diplomatique du monde, le 1er réseau culturel du monde, je me suis dit, sur quoi faut-il mettre l'accent? Eh bien, j'ai demandé à mes ambassadeurs, désormais, non seulement de se sentir les ambassadeurs de la diplomatie pure, mais d'être vraiment les vecteurs et les intermédiaires des entreprises, et en particulier des moyennes entreprises ou des petites qui n'ont pas les moyens par elles-mêmes d'accéder à un continent comme l'Afrique. Ce qui veut dire maintenant que j'ai demandé concrètement, votre question est concrète, ma réponse sera concrète, je demande à chacun de mes ambassadeurs d'établir un plan pour les années qui viennent, que je vois, auquel je dis oui ou auquel je dis non, qu'ils doivent développer, avec en particulier des ambitions économiques précises, et on a une évaluation. Ce qui était intéressant aussi dans le forum et le panel de nos présidents, c'est cette notion aussi d'évaluation. On ne peut pas simplement fixer des objectifs et ne jamais regarder comment ils sont atteints ou non. Donc l'économie maintenant, c'est une partie intégrante de la diplomatie. Ça veut dire aussi que la formation de nos diplomates doit changer. Ça veut dire aussi qu'il faut que ils se disent, il n'y a pas d'un côté l'administration et de l'autre le secteur privé, mais nous travaillons tous ensemble dans la même direction. Et ça, ce sont des choses qui valent évidemment pour la France, qui valent dans ses relations avec l'Afrique, mais qui valent, je crois, pour tous les pays du monde. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau type de relation où on comprend que la richesse, ce sont les entreprises qui la créent et que l'administration est au service des entreprises et de l'intérêt général. Monsieur le ministre, avant de revenir sur cette notion d'économie et la France et l'Afrique en termes d'économie, j'aimerais m'arrêter une minute sur la diplomatie. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui a besoin d'aller à Paris comme la semaine dernière pour accueillir ce sommet sur la sécurité et essayer de régler des problèmes qui se tiennent et qui ont lieu, des drames au Nigeria? C'est vrai que j'étais en Chine lorsque le président français a réuni le président du Nigeria et un certain nombre d'autres collègues qui étaient frappés ou qui menaçaient d'être frappés par cette secte épouvantable. La proposition venait du président Goodluck Jonathan. D'aller en France? D'aller en France. Pourquoi? Je pense parce que la France, vous me corrigerez si je ne veux pas être arrogant, si j'essaie d'être juste, elle est traditionnellement un ami de l'Afrique. Elle n'a pas d'agenda caché et elle a compris que la sécurité des pays d'Afrique, c'était notre sécurité. Pourquoi est-ce que nous sommes intervenus au Mali il y a là 1 an et demi? Parce que, d'une part, le président de transition du Mali a appelé le président français en lui disant il y a des groupes terroristes qui marchent sur Bamako, si vous n'intervenez pas, demain je suis mort. Pourquoi est-ce que nous sommes intervenus, avec bien sûr l'aval des Nations Unies, avec l'aval de l'Union africaine, en République centrafricaine? Parce que si nous n'étions pas intervenus, c'était le génocide. Et on voit bien les conséquences dramatiques, non seulement pour ce pays, mais pour toute la région. Et donc je pense que la France a acquis auprès de nos amis africains une réputation d'efficacité et d'intérêt général. Et c'est ça qui a conduit le président du Nigeria, pays anglophone, à dire, eh bien, finalement, on va se réunir tous en France. Mais faisons attention à un point, et j'en ai discuté plusieurs fois avec le président Bongo. La France n'a pas à jouer les gendarmes de l'Afrique, ce n'est pas notre vision. Et je rêve d'un moment qui va venir où les Africains seront capables eux-mêmes d'organiser leur sécurité et de prévenir les crises.
Et à ce moment-là, la France sera là pour aider à la formation, aider au financement si c'est nécessaire. L'Europe sera là aussi. Mais l'objectif est que ce soit les Africains qui déterminent leurs choix en matière économique, qui déterminent leurs choix en matière sociale et qui déterminent leurs choix et les moyens en matière de sécurité. Merci. Monsieur le ministre, je vais revenir à l'économie et faire allusion à un rapport connu sous le nom du rapport Védrine, auquel Lionel Zinzou, qui je crois vous accompagne et qui est là et que je remercie d'être avec nous, a contribué largement, dans lequel il est expressément dit que la France a perdu, je crois en 10 ans, si je ne m'abuse, 5% de part, enfin tombé de 10 à 5% de part de marché. Comment est-ce qu'on va rattraper ça? D'abord, comment on explique ça? La concurrence, ça existe. La Chine, aux dernières nouvelles, ça existe. Toute une série de grands pays existent. Les financements chinois existent. Et donc, même si la France, en valeur absolue, a conservé évidemment des positions très fortes en Afrique, parce que la France et l'Afrique doivent travailler ensemble, en valeur relative, en pourcentage, nous avons reculé. Il y a aussi, sans doute, un certain nombre d'erreurs que nous avons commises, et puis un certain nombre de tournants que nous n'avons pas su prendre. Alors, comment rattraper ça? Je pense en comprenant tout simplement ce que souhaitent nos amis africains. Et je voudrais insister sur 2 points. Le premier point, c'est la question de la formation. Les produits, les services, aujourd'hui, tout le monde peut les fournir. Mais ce qu'on attend, me semble-t-il, d'un pays comme la France, c'est aussi d'apporter un plus en matière de formation. Et de le faire non pas pour elle-même, mais pour permettre aux différents pays africains d'élever leur niveau de formation. Tout à l'heure, je parlais avec des jeunes, puisqu'il y avait ce forum ce matin avec les jeunes, et c'est ça qu'ils attendent de nous. Ils veulent pouvoir avoir une meilleure formation, dispensée soit par les pays africains eux-mêmes, soit par des pays comme la France, et ensuite revenir, le moment venu, travailler au pays. Et je pense que c'est ça que nous devons apporter comme valeur ajoutée. Deuxième élément, j'étais un peu déçu et surpris que parmi les priorités qu'ont retenues nos amis présidents ou anciens présidents, il n'ait pas été insisté beaucoup sur la question du respect de l'environnement, du respect de la nature et de la solution à apporter aux problèmes très graves du dérèglement climatique. Je pense que quand on réfléchit au mode de développement qu'il faut adopter, on le compare à celui des décennies précédentes, l'élément supplémentaire, c'est que nous avons compris que la nature ne peut pas être infiniment exploitée et qu'il faut la respecter et que ça doit être même un outil du nouveau développement, de la nouvelle croissance, qu'on appelle green growth, qui est très bien compris d'ailleurs dans ce pays, mais qui doit être partagé par tout le monde. Et je pense que l'Afrique peut être le continent qui donne l'exemple de cette croissance nouvelle. Et je pense que la France, qui a d'exceptionnelles entreprises dans ces domaines, peut apporter ses technologies, son savoir-faire et créer une véritable alliance, pas seulement la France mais l'Europe, entre d'un côté le développement africain et d'autre le développement européen. Je vous propose d'en débattre en septembre dans le cadre du New York Forum aux États-Unis à New York. Le thème, c'est précisément le changement climatique et son impact économique. Donc, ça sera l'occasion. Vous me donnez une bonne idée. Vous avez un portefeuille élargi depuis quelques mois, le tourisme, le numérique. Comment est-ce que la France peut concrètement contribuer à faire développer ces secteurs de la diversification économique en Afrique? Il n'y a pas une recette unique. C'est vrai que dans le portefeuille dont j'ai bénéficié récemment, c'est une innovation, mais je pense que beaucoup de pays vont y venir. Avant, c'était la diplomatie, style classique, les affaires étrangères, la paix, la guerre, les grandes relations internationales, mais n'est pas Metternich qui veut. Et donc, en vertu de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'économie, je pense que de plus en plus de gouvernements, le choix revient à chacun d'entre eux, vont introduire un croisement entre les affaires étrangères, le commerce extérieur, qui est maintenant dans mon portefeuille,
et le tourisme. Et finalement qu'on passe des affaires étrangères à l'action extérieure d'un pays. Puisque finalement, l'action extérieure, quand on veut juger un pays, on le juge non pas seulement sur un aspect de son action extérieure, mais sur l'ensemble. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, vous avez parlé de Lionel Sainzou tout à l'heure, qui est un de nos meilleurs spécialistes de l'Afrique et qui pratique justement ces échanges en permanence. Je crois qu'il faut que nous nous mettions à disposition des Africains sur le plan de la formation, sur le plan des technologies, que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, que nous puissions accueillir, qu'on comprenne que là encore, vraiment pour moi c'est un credo. J'ai aimé ce qui a été dit tout à l'heure, j'essaie de me rappeler cette formule, c'est vous qui l'avez employée, non pas tendre la main, mais serrer la main. Travailler en égaux, sachant que pendant longtemps, c'est l'Europe qui a mené le jeu. Maintenant, c'est l'Afrique qui va donner l'exemple, mais il ne faut pas qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, il faut qu'on puisse travailler ensemble avec nos expériences, et je pense que la France peut être un des pays qui comprend le mieux cela. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il se crée très vite des, pardon de l'anglicisme, des joint ventures, des vrais partenariats franco-africains? Mais il y en a, et il y en aura de plus en plus, non seulement pour travailler ensemble, mais pour aller ensemble conquérir des marchés tiers. Oui, c'est bien de cela dont je parle. Bien sûr, mais absolument. J'ai à l'esprit dans toute une série de secteurs extrêmement divers où la technologie des uns, l'expérience des autres peuvent nous permettre, dans les autres continents, d'aller mener des compétitions victorieuses. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Et de ce point de vue-là, la francophonie doit peut-être changer un peu de conception. Avec le développement de l'Afrique, nous allons avoir, d'ici quelques années, non pas 300 millions de francophones, mais 500, 700, 800 millions de francophones. Et donc les langues les plus parlées dans le monde seront l'anglais, en fait, l'américain, l'espagnol, le français, et puis le chinois, mais en Chine. Et donc, oui, essentiellement. Bien sûr, nous sommes tous fluent en mandarin, mais là aussi, il reste encore des petites améliorations à faire. Donc, je pense que la francophonie, le fait que nous devons travailler aussi, nous Français, dans les pays anglophones, dans les pays lusophones, dans les pays arabophones, le fait que de plus en plus la francophonie n'est pas conçue comme quelque chose de fermé sur elle-même, mais au contraire d'ouverte, tout ça nous donne beaucoup d'atouts pour aller conquérir ensemble des marchés à l'étranger. Et je pense que cette notion de joint venture entre les Africains et les Français, c'est une des voies d'avenir. Une dernière question avant de vous demander si vous avez un message à faire passer à la jeunesse africaine qui nous a rejoints dans ce forum économique. Une des propositions du rapport Védrine était aussi de suggérer que la France s'ouvre aux capitaux africains, oui, qu'elle facilite l'arrivée des capitaux africains dans l'économie française. Bien sûr. Est-ce réaliste et comment est-ce qu'on peut mettre cette mesure en œuvre rapidement? Je pense que il y a, et c'est pour ça que ce forum est très intéressant, il y a une espèce d'idée toute faite sur l'Afrique qui est devenue complètement obsolète. L'Afrique, maintenant, c'est vraiment le chemin du futur, le lieu de toutes les créations, qu'elles soient technologiques, économiques, culturelles ou sportives. Et l'intérêt de ce forum, c'est de montrer la diversité de cette créativité, avec une jeunesse extraordinaire. Et l'investissement, il y a déjà, que ce soit sous forme d'entreprises ou de personnes physiques, des capacités d'investissement considérables. Ça a été fait récemment avec le groupe Cévital, je crois, dont le président sera avec nous dans quelques instants. Bien sûr. J'ai à l'esprit beaucoup de grands groupes africains que nous courtisons, appelons les choses par leur nom, pour qu'ils viennent investir en Europe et en France. Et après tout, est-ce que ce n'est pas un bon retour des choses? Donc je pense que c'est une voie vraiment extrêmement fructueuse pour le futur. Il faut que les choses se fassent dans les deux sens.
Il n'y a pas de dominant et de dominé. On est dans un monde où il faut que l'échange soit fait entre égaux. Quant à la jeunesse, bon, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Donner un message à la jeunesse, immédiatement, vous prenez 30 ans de plus. Donc il faut s'en méfier. Mais je lui dirais Vous êtes éternellement jeune, monsieur le ministre, on en parlait tout à l'heure. Je lui dirais simplement, et elle n'a pas besoin de ce conseil supplémentaire pour faire ce que je vais dire, soyez fidèles à vos rêves. C'est ça qui maintient très jeune. Soyez fidèles à vos rêves. Merci, merci monsieur le ministre, qu'on applaudit. Merci d'avoir consacré du temps avec nous. Merci infiniment. Je vous laisse regagner votre siège et pour justement illustrer le concret que vous évoquez, monsieur le ministre, nous allons procéder dans les 5 prochaines minutes à la signature officielle devant monsieur le président de la République gabonaise de 4 accords qui se sont concrétisés depuis l'année dernière à cette année. Il était important qu'il y ait des résultats et que l'on voit combien la France et l'Afrique, que la France et le Gabon, combien également la Corée, si je ne m'abuse, le Maroc et puis également la Banque africaine de développement ont concrétisé des projets au bénéfice de tous. Je vais appeler mon ami John Quelch pour animer cette courte et brève cérémonie de signature. Merci.